Bien, nous nous intéressons ici à un exercice type rail de Laplace. Alors c'est un exercice qui est proposé sur le site du concours central Supélec en filière MP, donc dans les euros. On peut le retrouver également. Donc là j'ai extrait l'idée, donc je vais représenter rapidement l'idée de l'exercice. Vous avez donc les rails de Laplace qui sont représentés ici, et vous avez des tiges qui sont susceptibles de se déplacer en présence d'un champ magnétique. Alors, les tiges, la première est fixe, d'accord? La tige qui est la tige 0 et la tige qui reste toujours fixe. La dernière tige, c'est-à-dire la tige n plus unième, parce qu'il y a n plus une tige, d'accord? La dernière tige, ici la tige 2, en fait, est entraînée par un opérateur. D'accord? Donc, elle, sa vitesse pourra s'appeler V2, V3, V4 selon le nombre de tiges. Mais en fait, cette vitesse, c'est fixé car c'est un opérateur qui maintient une vitesse fixée V0. Et la tige qui a potentiellement une vitesse variable, c'est V1. Les tiges sont initialement à l'arrêt, sauf la tige 2 qui est déjà lancée à V0 depuis le départ et qui se maintient à V0. Donc, voilà pour l'idée, la longueur utile des tiges est petite a. Les tiges ont une masse m et une résistance r. Donc en fait, ici c'est le cas n égale 2 parce que en fait, dans l'exercice on parle de n plus une tige. Donc là il y a 3 tiges, d'accord, 0, 1, 2. Donc c'est le cas n égale 2. Alors on vous demande un cas plus simple au départ. On demande de retrouver la force électromotrice qui apparaît au sein du dispositif dans le cas n égale 1. Bien sûr il va y avoir un effet d'induction car en fait la tige V2 se déplaçant, elle va modifier la section ici va être modifiée, ce qui fait apparaître une variation de flux en présence du champ magnétique, et donc il y a un phénomène d'induction qui va apparaître, donc des courants induits qui vont apparaître, et donc des forces de Laplace. Et on sait bien sur l'idée de la loi de Lenz que le système va tendre à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Donc en fait, la tige partant à vitesse V2, on comprend bien que l'autre tige va tendre à tenter de la rattraper pour diminuer cette augmentation de surface. Voilà pour l'idée. Alors on part sur un premier cas plus élémentaire où on suppose que c'est le cas n égale 1. Donc n égale 1, vu qu'il y a n plus une tige, c'est deux tiges. La première reste fixe, d'accord? Donc la tige T0 est fixe. Et la tige N1 est mobile et elle est entraînée par l'opérateur. Donc en fait la vitesse V1 sera V0, mais peu importe pour l'instant. On vous demande de déterminer la force électromotrice. Donc déjà le premier point qu'il faut bien noter, il est très important dans cet exercice de bien orienter votre circuit. Donc le I1 est imposé par le schéma. Donc une fois que le I1 est imposé, ça m'impose dans le circuit l'orientation du reste du circuit. Donc vous voyez I1 est orienté comme ceci dans le sens horaire. Donc je dois forcément définir la force électromotrice également dans le sens horaire, ce qui m'oriente également le circuit dans le sens horaire. Et le vecteur surface est dirigé, d'accord, vers le fond de l'écran. Pas vers nous, mais vers le fond de l'écran. Voilà, donc bien faire attention à tout ce que je viens de dessiner en vert, d'accord, qui est forcément des orientations conformes une fois que I1 a été fourni par l'énoncé. Alors, on va évaluer la force électromotrice. La force électromotrice est bien sûr évaluée, donc E1, au travers de la tige 1, évaluée à l'aide de la loi de Faraday, donc D sur dt de phi de t. Alors, phi de t, ça va être égal à l'intégrale double à travers la surface sigma, donc la surface ici sigma, on peut refaire rapidement, qui s'appuie sur le contour, d'accord, mais dirigé vers le fond, de B scalaire ds. Et on prendra un B uniforme et constant pour toute la suite. Alors c'est là qu'il faut faire attention. L'axe UZ, vous voyez, est vers nous en revanche. Donc ça fait intégrale double sur sigma de B UZ. Mais il faudra donc ici dz, d'accord? Et en fait, donc B étant uniforme, je peux le sortir. Donc ce que je vais faire, je vais écrire ça intégrale double de sigma, donc B UZ. Alors je vais choisir d'écrire dz en temps, je vais écrire ça, si vous voulez, ds en supposant quelque chose de positif, en prenant un ds en valeur absolue, la variation d'éléments de surface quand le système se déplace.
donc le ds, pardon, élémentaire de sigma, mais il faut faire attention ici que, vous voyez que le ds est orienté vers le fond. Donc il faut bien que j'écrive moins ds uz. Ok? Donc voilà, il faut vraiment faire attention ici que vous voyez que le b et le ds ne sont pas dans le même sens, donc il y a forcément un signe moins. Donc ce qui va faire moins b intégrale double des ds. Et par contre, l'intégrale double des ds, c'est la surface complète, S de t. Et la surface complète S de t qui est ici, d'accord, ce que j'ai assuré en vert, eh bien c'est simplement A fois la longueur à un instant quelconque x de t entre t0 et t1. Donc ça fait moins B A x de t. Donc voilà pour le résultat, mais vous voyez, il faut bien faire attention au signe, hein, le point important, donc le résultat B fois A fois X est assez évident, mais bien faire attention au signe du fait que DS et B ne sont pas dans le même sens. Et maintenant, si je reporte ici, les moins vont se simplifier, ça fera D sur dt de B à X, que je peux appeler X1, disons, vu que c'est la position de la tige 1, je vais rajouter un 1, Bx1 de t, et si je dérive, bien évidemment, la dérivée de la position au cours du temps, ça me fera la vitesse V1 de t. Voilà. Donc on obtient le résultat, mais vous voyez, toute l'idée, c'était vraiment de faire très attention sur l'orientation et le fait que le vecteur surface n'était pas dans la même orientation que le champ magnétique B. Donc ceci donne le résultat. Ensuite, l'énoncé admet le fait que si on a plus qu'une tige mobile, en fait, on va admettre que la force électromotrice dans chacune des tiges est aussi ABVI, donc on aura EI qui sera ABVI avec la vitesse de la IM tige, et on vous demande de traiter le cas n égale 2, c'est-à-dire avec deux tiges mobiles, la tige T1 et T2, c'est finalement le schéma qui est représenté ici, donc la question suivante s'intéresse à ce schéma qui est là. Voilà. Donc voilà, donc on a ceci, d'accord. Et donc j'ai représenté le schéma électrique équivalent, c'est la première question posée. Donc ici j'ai simplement mis la tige qui est fixe avec sa résistance R. Et ici j'ai mis les tiges avec leur résistance et la force électromotrice qui apparaît dans chacune des tiges selon la formule que En c'est ABVN, toujours orienté conforme. Donc, vous voyez le schéma électrique, chacune des tiges remplacée par la résistance, la force électromotrice, les courants, et bien sûr si j'ai un courant I1 ici, un courant I2 ici, la loi des nœuds donne immédiatement que le courant dans la section A1B1 c'est I1 moins I2. Je peux alors écrire les équations électriques, donc on reprend tranquillement. Pour les équations électriques, j'ai défini une tension U comme ceci. Vous voyez que la tension U, elle peut s'écrire R1, donc la tension U peut s'écrire R1, mais si on regarde au niveau de AB1, U c'est la superposition, donc loi d'additivité des tensions, c'est le E1, et attention ici on sera en convention générateur, donc ça fait moins R, I1 moins I2. Je remplace E1 par son expression, d'accord, E1 je le remplace par BAV1 comme il est proposé dans l'exercice. Et je peux aussi dire que RI1, si j'applique sur la deuxième partie, A2B2, RI1 c'est E2, la tension U, d'accord, qui va se décomposer en le morceau qui est ici et le morceau qui est là. Donc ce morceau-là E2 et ce morceau-là, attention, en convention générateur, moins RI2. Et je remplace E2, attention ici, vu que c'est la seconde tige, on dit que la dernière tige, elle est poussée à la vitesse V0 fixée, donc V2 va en fait V0. C'est comme le schéma qui est ici. Bien, alors avec ça, je vais donc pouvoir extraire les expressions des courants. Donc la première idée pour faire ceci, j'ai deux expressions. Donc je vais les sommer membre à membre. L'idée c'est que je fais disparaître I2. Vous voyez que j'ai moins I2 et là j'ai moins I2. Donc je somme membre à membre. Là j'ai 2 RI1. Là j'ai BA V0 plus V1. Et ici moins RI1 et les I2 disparaissent. D'où l'expression écrite ici. Donc ainsi, je bascule ça dans l'autre côté, ce qui me donne 3RI1 égale BA V0 plus V1, et j'ai donc l'expression de I1. Il me reste simplement, vous voyez, à réutiliser une des deux équations, par exemple la seconde, et je peux, bon, je vous laisse regarder, mais en reprenant la seconde équation, la valeur de I1 étant connue, on reporte et on trouve, sans grande difficulté, une valeur pour I2 qui est écrite ici. Donc là, j'ai les courants. Attention que, bien sûr, on ne peut pas résoudre une équation d'un exercice d'induction uniquement avec l'aspect électrique. L'induction, c'est un couplage mécanique électrique. Vous devez forcément écrire des équations mécaniques et vous ne pouvez pas, bien sûr, pour l'instant, la vitesse V1 est inconnue, donc vous ne pouvez pas résoudre les équations électriques complètement sans avoir lié aux équations mécaniques. C'est forcément un système couplé. Donc maintenant, on va écrire des équations mécaniques pour terminer le problème. Alors, je vais appliquer un principe fondamental de la dynamique pour la tige 1 en projection sur la direction OX. Donc j'aurai donc M
d de V1 sur dt. Hein, ça, c'est la masse fois l'accélération de la tige 1 en projection sur x. Je suppose qu'il n'y a pas de frottement pour simplifier. Je dis certainement l'exercice. Et il me faut rajouter la force de la place. Il y a une force de la place qui va intervenir. Donc, on regarde bien ici. On aura donc le courant I1 qui passe comme ceci. J'avais noté ce point-là A1 et ce point-là B1. D'accord? Le DL, encore une fois, hein, le DL1 doit être orienté dans le sens du courant. Hein, tout doit être orienté conforme. Donc, voilà pour l'idée. Donc, je peux calculer la force de la place. Donc, la force de la place qui va s'exercer, je vais faire le calcul ici, par exemple, avec la force de la place sur la tige 1, c'est l'intégrale de A1 à B1 de I1 dL1 vectoriel B. Et donc, ça fait A1 B1. Alors, j'ai I1 fois... Alors, ce que je vais écrire un DL1, mais vous voyez que le DL1, si on reprend, il est orienté selon moins UY. Donc, je vais appeler ça DL, je vais le prendre en valeur absolue également. Ça va faire moins DL UY vectoriel B qui est selon UZ. Et donc finalement, je vais avoir, donc je somme maintenant, mais DL est pris de façon absolue, donc en positif, d'où le moins parce qu'on va selon les moins UY. Et ça me fait la longueur A, d'accord? Et le UY UZ génère un UX, d'accord? Alors, excusez-moi, j'ai fait une erreur, donc je dois corriger. Ici, c'est I1 moins I2. Ici, c'est, attention, c'est I1 moins I2. Donc, je vais corriger, je vais appeler ça I-tige, excusez-moi, IT1, IT1, voilà, comme ceci. Et donc, ça fait le courant dans la tige T1, avec un moins devant, fois la longueur DL intégrée, donc qui fera une longueur A totale, fois B, et le UY vectoriel UZ fait UX. D'accord? Et finalement, je remplace le courant I dans la tige T1 qui vaut I1 moins I2. Et j'obtiens moins I1 moins I2 fois AB selon UX. D'accord? J'avais fait une petite erreur, j'avais mis I1, mais ce n'est pas I1, c'est I1 moins I2 dans la tige T1. C'était le courant dans T1. Et donc finalement, j'obtiens moins I1 moins I2 fois AB. Donc si on reprend les équations, on peut noter cette équation par exemple 1', cette équation 2', et on peut appeler cette équation 3, d'accord, qui est l'équation mécanique. Et on voit bien qu'il y a disons un couplage, parce que vous voyez, les équations électriques font apparaître la vitesse et les équations mécaniques font apparaître les courants. C'est tout à fait normal dans un cas d'induction. Petite remarque, on ne s'en servira pas pour la suite. Attention, si vous appliquez le PFD sur la tige 2, attention à une remarque. Si vous faites le PFD sur la tige 2, donc PFD tige 2, attention, vous aurez M dV2 sur dt qui sera égal à moins I2 AB sur la même méthode. Attention, plus F opérateur, car on vous dit que V2 vaut V0, donc ça fera 0, il n'y aura pas d'accélération pour la tige 2 qui va toujours à la même vitesse. Mais voilà, il ne faut pas oublier la force de l'opérateur. Donc en fait, cette équation n'est pas réellement directement exploitable parce que vous ne connaissez pas la force de l'opérateur. Enfin, une fois que vous aurez résolu le problème, vous pourrez éventuellement en déduire quelle est la force que doit maintenir l'opérateur. Il n'y a pas de secret parce qu'en fait, les tiges vont se mettre en mouvement. Les tiges se mettant en mouvement, vous allez avoir des courants qui vont apparaître. Il y aura des dissipations par effet Joule. Il faut bien que l'énergie vienne de quelque part. Donc encore une fois, les tiges se mettent en mouvement. Il y aura de l'énergie cinétique de créer. Il y aura de la dissipation par effet Joule. Il faut bien que cette énergie elles viennent de quelque part et elle sera fournie par l'opérateur. Donc l'opérateur exerce une force qui ne sera justement pas constante. En fait, cette force ne sera pas constante et s'adaptera en fait pour maintenir une vitesse constante. Voilà, donc faites attention, c'est pas qu'on va s'en servir, mais faites attention si vous appliquez cette loi-là, de ne pas oublier la force de l'opérateur, sinon vous auriez un problème. C'est ce qui permet de maintenir une vitesse fixée en fait. Voilà. Pardon, pas V2 égale 0, V2 égale V0. Voilà. Et donc, c'est l'accélération qui fait 0. Voilà, donc maintenant je peux coupler tout ça, je vais remplacer, maintenant que je connais les valeurs de I1 et I2, je vais donc prendre les valeurs de I1 et I2, je vais les reporter dans 3, donc je vais faire ici 1' et 2' que je vais injecter dans 3 pour trouver l'équation qui ne dépendra plus que de la vitesse V1. Donc c'est ce que je fais maintenant, vous voyez, je prends l'équation qui est là, MD de V1 sur dt égale moins BA I1 moins I2, et les courants I1 sont ici, donc vous voyez BA sur 3R, BA sur 3R, BA sur 3R, que je factorise, V0 plus V1 moins 2V0 moins V1.
Ça me fait donc V1 moins V1, 2V1, et V0 moins 2V0, moins V0. J'obtiens donc une équation assez classique, donc d de V1 sur dt, donc une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, donc 2b carré a carré sur 3mr V1 égale en fait b carré a carré sur 3mr V0, que je vais réécrire en fait plus simplement d de V1 sur dt plus V1 sur taux égale en fait V0 sur 2 taux. Voilà, avec simplement taux qui sera égal à 3mr sur 2b carré a carré. Bien sûr, on retrouve les idées fortes. Si la masse est plus importante des tiges, il y aura une inertie plus grande, donc il faudra plus de temps pour atteindre le régime permanent. Inversement, si le champ magnétique est plus grand, l'action de l'induction s'effectuera plus rapidement, d'où le terme. Alors ensuite, on peut résoudre ce problème assez facilement. Donc on aura avec, je rappelle qu'on doit avoir que la vitesse initiale avec V1 de 0 qui fait 0. Donc on résout assez rapidement, d'où V1 de t, c'est A exponentielle moins t sur taux. Et la vitesse particulière, c'est V0 sur 2, avec une vitesse nulle initiale, d'accord, avec la condition initiale imposée ici. On trouve assez facilement que V1 de t, c'est V0 sur 2, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur 2. Donc voilà pour le résultat, pour la vitesse V1. Alors, et on voit en particulier que donc, la vitesse V1, avec en particulier que la vitesse O à la fin, avec en particulier V1 infini, donc en régime permanent, eh bien ça vaudra V0 sur 2. Alors la dernière étape, c'est de se dire, c'est la question suivante en fait, c'est de se poser la question de est-ce qu'on pouvait deviner ce résultat sans calcul, disons ce V1 infini égale V0 sur 2, est-ce que c'est un résultat entre guillemets évident, est-ce qu'on peut le retrouver sans grand calcul? Eh bien, l'idée est ici. Si vous avez un mouvement en régime permanent, si on reprend l'idée du régime permanent, la tige 2, ce sera donc un mouvement inertiel. Pour la tige 1, vous devez avoir un mouvement inertiel. La vitesse est fixée à V0 sur 2. Mais pour avoir un mouvement inertiel, il faut que la somme des forces en projection sur X fasse 0. Mais la seule force présente sur I, c'est la force de la place. Donc ça va entraîner que la force de la place sur la tige 1 doit faire 0. Vu que c'est la seule force sur X. Or, la force de la place, si vous reprenez son expression, eh bien, elle vaut en fait, d'accord, elle valait en fait F la place sur la tige 1, c'était égal à moins AB, I1 moins I2. On ne peut même pas faire le calcul, on peut simplement dire que forcément, il faut que le courant soit nul. D'accord? Simplement, si vous avez un courant, si on reprend le schéma électrique, hein, ici, si I1 est différent de I2, si vous avez ici un I1 qui est différent de I2, eh bien, il y aura un courant résultant, il y aura une force de la place non nulle, et donc, en conséquence, la force ne sera pas nulle, on n'aura pas un régime inertiel. Donc on peut même aller plus vite que ce que j'ai fait là, mais l'idée forte est de dire que si je veux un mouvement inertiel, la condition c'est I dans la tige 1, qui vaut I1 moins I2, et bien il doit faire 0. Ce qui impose forcément que I1 égale I2. Voilà, d'accord. Mais si I1 égale I2, on peut reporter maintenant ici. Si vous posez I1 égale I2 ici, vous allez avoir 0 dans le cas inertiel. Et vous voyez que vous trouvez que donc les équations peuvent se réécrire dans ce cas particulier. RI1 égale BAV1, et I2 ça devient I1, donc ça fait RI1 égale BAV0 moins RI1. Et donc ce système d'équations se réécrit. I1 égale BAV1 sur R, et I1 égale BAV0 sur 2R. D'où vous déduisez que V1 c'est V0 sur 2. Voilà. Et ça c'est bien le régime permanent, d'accord, parce que je me suis placé en régime permanent. Là c'est
avec cette hypothèse-là. Donc, d'accord, c'est l'hypothèse du régime permanent. Donc, c'est bien le V1 infini que j'ai trouvé. Donc, voilà l'idée, c'est que, en fait, on peut facilement trouver le système d'équations se simplifie très rapidement si vous comprenez que pour obtenir un régime inertiel, il faut que le courant qui passe dans les tiges mobiles, or la tige finale qui est contrainte par l'opérateur, toutes les tiges intermédiaires doivent être parcourues par un courant nul. Donc ça vous impose l'égalité que le courant dans chacune des tiges fasse 0. Donc par exemple, vous aurez I1 moins I2 égale 0. Si vous mettez plus que 2 tiges, si par exemple vous mettez 3 tiges, donc là il y aura une nouvelle tige qui sera ici, et vous aurez la I1 moins I2, là vous aurez du I2 moins I3, et ça vous imposera que tous les courants intermédiaires sont égaux, et vous pourrez très facilement résoudre le problème, et vous verrez très généralement, je vais faire la dernière question, mais en fait c'est un peu plus technique à écrire, mais le principe est le même, vous montrerez que toutes les tiges doivent se déplacer à V0 sur 2, c'est en régime permanence, et c'est ainsi en fait que les courants vont être nuls dans chacune des tiges, et ce qui permettra d'avoir des forces de Laplace nulles, et donc un régime inertiel pour chacune des tiges. Voilà. Bon, si on revient rapidement sur l'exercice, l'idée c'est vraiment les conventions, les orientations, d'accord ? Bien faire attention ici aux orientations, bien faire son schéma, bien orienter son circuit, ne pas aussi faire un plus comme ça et tout orienter conforme. Ça c'était important ici. Ici aussi il y avait question d'orientation électrique, donc vraiment orientation électrique, orientation mécanique. Et les questions de couplage entre les équations, ne pas tenter de résoudre une équation sans le reste, les équations électriques qui sont forcément couplées aux mécaniques. Donc voilà pour les principales idées de cet exercice. Bon, il y a une dernière question qui prend en compte plusieurs tiges, mais plus que 2 tiges, mais le principe est exactement le même. Voilà, je vous remercie.